Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, nous allons vous parler de la nourriture dans les résidences. Comme dans les résidences Soleil, naturellement, nous avons quand même fait une installation en fonction des besoins des gens du bel âge et aussi de grandes salles à manger pour pouvoir recevoir les enfants, les petits-enfants, sans aucune réservation. Parce que vous savez, pour les gens du bel âge, la nourriture, c'est très important. Dans les résidences Soleil, on a le service aux tables maintenant qui est offert. Et aussi, on garde toujours notre fameux système pour les gens qui aiment bouger puis qui aiment avoir quand même ce que ça leur tente de manger. Fait que pour nous, c'est très important d'avoir une façon de faire qui plaît à tout le monde. Mesdames et messieurs, informez-vous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission télévisée Vos Finances, l'émission qui vous parvient de TVRL, Télévision régionale de Laval. Mon nom c'est André Hintz et je suis en compagnie aujourd'hui de M. François Morancy, président fondateur d'une petite boîte qui s'appelle Aviso, les conseillers financiers. M. Morancy, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Hintz. Et à sa droite, on a M. Robert Dagenet, qui est un conseiller financier également chez Industriel Alliance Valeurs Mobilières. M. Dagenet, bienvenue également. Bonjour, Alain. M. Dagenet, vous comptez 30, 35 ans, 36 ans, 37 ans d'expérience dans le conseil financier? Une trentaine d'années. 30 et quelques années. Oui, on n'ira pas plus précisément. Et M. Morancy, ça fait aussi 30 et quelques années que vous êtes dans le domaine financier. Absolument, dans planification financière et en coaching d'entreprise. OK. Alors, si vous voyez, donc, d'après la couleur des cheveux, vous allez constater que ce sont deux messieurs d'expérience. Pourquoi j'ai essayé d'avoir des gens d'expérience aujourd'hui? Parce qu'on va parler d'un sujet extrêmement important qui vous touche tous, ou qui va tous vous toucher au cours des prochaines années, c'est-à-dire la retraite. Alors, je vous explique. Le premier ministre du Canada, Stephen Harper, il y a 2 ou 3 semaines, 4 semaines maintenant, est allé faire un discours à Davos, en Suisse, où il a lancé une petite bombe. On en a parlé un peu ici dans les médias, mais brièvement, un petit peu au Québec et un petit peu plus dans le Canada anglais, alors que le sujet est extrêmement important et concerne tout le monde. Et concerne les 10, 15, 20 prochaines années. En fait, c'est l'âge de la retraite. On parle beaucoup dans les médias depuis quelque temps de la Grèce, par exemple, où on prenait la retraite très tôt, en moyenne à 56 ou 58 ans, quelque chose comme ça. Et dans d'autres pays, et là, on est rendu en France et en Allemagne maintenant, en Italie également, on prenait la retraite très tôt. Alors, la question est de savoir pendant combien de temps vous devez travailler pour assurer une année de retraite. Quand mon père a pris sa retraite, il y a 30 ou 40 ans maintenant, on prenait la retraite au Canada déjà à ce moment-là à 65 ans, ce qui est encore l'âge officiel actuellement. C'est à 65 ans qu'on touche la pension de vieillesse d'Ottawa, par exemple, et à 65 ans qu'on peut toucher le régime de rente du Québec sans pénalité, ni sans bonification non plus. Alors donc, à l'époque où mon père a pris sa retraite, l'âge moyen, l'espérance de vie pour les hommes, c'était 72 ans. Donc, il avait travaillé 40 ou 45 ans pour assurer, mettons, 7 ans de retraite. Alors, si on fait un petit calcul rapide, on travaillait à l'époque 6 ans pour assurer une année de retraite. Aujourd'hui, on est rendu à 12 ans, 15 ans de retraite. Est-ce qu'on peut encore financer ça avec 35 ou 40 ans de travail seulement? Il faudrait faire des grosses économies ou trouver du pétrole dans sa cour parce qu'autrement, on ne peut pas y arriver. Et si on n'y arrive pas, bien, on va tomber sur le bras du gouvernement. Actuellement, il y a quelque chose comme 4 personnes sur 10 à la retraite qui touchent une partie, en totalité ou en partie, le supplément de revenu garanti de l'Ottawa. Mais là, on s'en va vers 7, 8 personnes ou 9 personnes sur 10 qui toucheraient le supplément de revenu garanti. Et ça, c'est comme la pension de vieillesse à Ottawa, c'est indexé. Donc, ça augmente chaque année et de façon vertigineuse. Alors donc, le premier ministre Harper a simplement dit, il va falloir que même chez nous au Canada, où on est considéré comme un pays avec une économie très saine, qu'on regarde dès maintenant, pas dans 5 ans ou dans 10 ans, dès maintenant, la possibilité de repousser l'âge de la retraite, c'est-à-dire passer graduellement de 65 ans à 70 ans. Mais on ne le fera pas d'un seul coup, évidemment, on va le faire dans 2, 3, 4 ans, 2, 3, 4 mandats électoraux, si vous voulez, parce que c'est jamais populaire pour les gouvernements, ce genre de situation. Mais il va falloir le faire. Alors, on ne parlera plus dans quelques années de liberté 55, mais peut-être de liberté 65 ou même 75.
Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, M. Morancy, selon vous? Très facilement, parce qu'aujourd'hui, dans notre conjoncture, on a une population active qui diminue, une population de retraités qui augmente. Très rapidement. L'immigration ne fonctionne pas à un rythme très élevé pour pouvoir remplacer la main-d'œuvre active. Et en plus de ça, dans l'autre partie, c'est que la longévité des gens augmente de plus en plus. Vous parliez de votre père à 72 ans, donc ça fallait financer juste un 7-8 ans. Aujourd'hui, c'est autour de 82 ans, puis les femmes, c'est rendu à 84, que je disais récemment dans des statistiques. Oui, mais ça, c'est les statistiques, si on peut dire, de ce qui s'est passé. Oui. C'est pas nécessairement ce qui va arriver. Le gouvernement regarde plutôt ce qui s'en vient, puis essaie de se préparer en conséquence. Et on parle aujourd'hui qu'une personne sur deux âgée de 65 ans va dépasser 90 ans. Une personne sur deux. Donc, on peut parler d'un horizon en termes de retraite, mettons, entre 65 ans et 90 ans, ça commence à représenter un méchant bail. Comment qu'on fait pour financer 30 ans de retraite? Certainement pas en travaillant 35, 40 ou 50 ans. Il faut travailler beaucoup plus que ça. Ou alors gagner une loterie, je ne sais pas, mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas juste une question de travail, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a juste une personne sur trois qui contribue soit à un REER ou à un fonds de retraite. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 personnes sur 3 qui ne réclament même pas l'addiction pour le REER ou le fonds de pension. Donc, il y a 2 personnes sur 3 qui n'accumulent pas, en plus des régimes publics, de l'argent pour prendre leur retraite. Donc, à un moment donné, l'équation... la retraite avec une retraite qui ne cesse d'allonger, elle. Ça devient des données financières qui ne peuvent pas se balancer. C'est pour ça que le gouvernement, même annonçant juste, je dirais comme sondage, c'est ce qu'il a fait à Davos, d'annoncer un peu comme sondage, de commencer à faire... On va commencer à étudier le problème seulement. Mais pas juste ça. Ils sont en train de faire l'éducation de la population, disant qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de l'augmenter, puis d'augmenter l'âge de la retraite, l'âge d'accès au régime. Avant, on avait regardé simplement que le régime québécois, la Régie des rentes, avant, on avait juste une petite réduction si on prenait notre rente à partir de 60 ans. 60 ou 65 ans. Exactement. Il y avait juste une petite réduction, qui était 1,5 % par... Et normalement, les régimes, aussi bien de Québec que d'Ottawa, le régime de rente du Québec ou le régime de pension du Canada, de supplément de revenu garanti également, c'est indexé, ça. Donc, ça marche avec l'inflation. Il n'y a pas de caisse pour financer ça, ces régimes-là. Dans mes calculs, quand on parle d'indexation, ça double le besoin de capital pour payer ces rentes-là. Et on a vu, en parlant de besoin de capital, la semaine dernière, la Caisse de dépôt et de placement était tout fière de nous dire qu'elle a réussi à obtenir un rendement en 2011 de 4 %, alors que les actuaires disent qu'il faudrait au moins 7 %, parce que sans ça, on s'en va vers un problème là, qui va grossir. Bien, il faut récupérer les pertes importantes qu'on a eues. C'est ça. D'une part. Et en plus de ça, il faut augmenter la caisse pour pouvoir rencontrer tous les besoins. Puis le problème au fédéral est pire parce qu'il n'y a pas de caisse. Des besoins croissants. Il n'y a pas de caisse au fédéral. Non, la pension de sécurité vieillesse est financée à partir des fonds consolidés du gouvernement fédéral. C'est-à-dire les impôts qu'ils collectent à chaque année. Donc, ils n'ont pas d'accumulé de réserve pour pouvoir payer ces pensions-là. C'est pour ça qu'on trouve vulnérable la possibilité qu'on puisse recevoir cette pension de vieillesse-là de façon indéfiniment, surtout si ceux qui payent des impôts diminuent et ceux qui reçoivent la pension augmentent. À un moment donné, l'équation ne fonctionnera pas complètement. Il y a des équilibres dans la balançoire à quelque part qui va se produire. Exactement. L'équation ne fonctionnera pas. Il y a des actuaires qui parlent de 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis là, on va être la balançoire va basculer carrément. Il va y avoir plus de retraités, beaucoup plus de retraités que de personnes qui cotisent. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va réduire les pensions ou on va réduire les bénéfices ou on va enlever l'indexation, par exemple. Et c'est peut-être qu'on va arriver avec des mesures beaucoup plus importantes qui fait qu'il y a des segments de la population qui n'auront même plus accès à ces pensions-là. Plus on retarde la solution dans ce genre de problème, plus la solution va être dure à adopter et à faire accepter par la population. Et moins le gouvernement va avoir de l'argent pour pouvoir absorber ne serait-ce qu'un petit bénéfice. Et on sait que les gouvernements, eux autres, ils ont une vie utile à peu près de 4 ans parce qu'à tous les 4 ans, ils s'en tournent en élection. Alors, ils vont faire au moins 2, 3, 4 élections là-dessus pour essayer peut-être chacun de rallonger l'âge normal de la retraite d'1 an ou 2 chaque gouvernement, là, à chaque mandat, si on veut. Là. Voilà. Alors, donc, c'est le sujet qu'on voulait discuter aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'autres problèmes qui vont se poser, qui sont relatifs à ça, qui sont rattachés à ça, bien entendu. Monsieur Dagenet, est-ce que vous avez dans vos clients des gens qui sont à la retraite actuellement?
ou qui approchent de la retraite et qui commencent à se poser des questions à ce sujet-là? Oui, on a plusieurs clients qui approchent de la retraite, qu'au niveau des revenus diminuent versus le taux d'inflation. Maintenant, on parlait de solutions. Il y a des solutions qui ont été demandées dernièrement par certaines personnes, poser un régime obligatoire de retraite. Pour tout le monde. Pour tout le monde, gérer. Donc, une forme d'épargne forcée, si vous voulez. Exactement. Un rire forcé pour tout le monde, tous ceux qui n'ont aucun fonds de pension. Est-ce que ça va passer? On ne sait pas, tout ça. La solution, présentement, à court terme, c'est de cotiser de plus en plus jeunes au niveau du REER, de se monter un fonds de pension, parce qu'on ne sait pas dans 10, 15, 20 ans, est-ce que le gouvernement va avoir les moyens de nous payer une pension ou la régie des rentes. Ou une pension indexée, en tout cas. Indexée, avec un taux d'inflation à 2 avec les rendements présentement sur les fonds de pension, les rentes, c'est pas quelque chose de... Indexer un régime, ça veut dire que votre prestation à chaque mois ne perd pas de pouvoir d'achat d'année en année à cause de l'inflation. Le REGA, par exemple, qui réunit la plus grande partie des employés du gouvernement du Québec, est indexé, mais en haut de 2 seulement. C'est-à-dire que le premier 2 il est à la charge du pensionné. On va dire 2 c'est pas énorme, mais 2 sur 10 ans, ça fait 20 finalement, c'est énorme. C'est le facteur temps qui compte, comme disait M. Dachenet. Il faut commencer le plus tôt possible, non seulement à épargner au maximum, mais à épargner le plus tôt possible pour laisser autant le temps, si on peut dire, de multiplier vos épargnes le plus longtemps possible. Alors donc, voilà, c'est le sujet que M. Harper est allé lancer à Davos ensuite, en Suisse. Pas parce qu'il manque de tribunes ici au Québec ou ailleurs au Canada, simplement parce que c'est un problème qui n'est ni québécois ni canadien, c'est un problème qui est mondial. Et c'est pas seulement que l'Italie et la Grèce qui sont aux prises avec ce problème-là, c'est le problème d'une population qui vieillit trop vite, qui ne renouvelle pas ses effectifs. Et évidemment, il y a d'autres problèmes qui sont inhérents à chaque pays. On sait par exemple qu'en Grèce, il y a beaucoup d'évasion fiscale. Alors, on a sorti une nouvelle cette semaine ici au Québec à l'effet que le gouvernement est rendu à 3 milliards de récupération d'évasion fiscale. Donc, des mesures qui rapportent fruit. Il va y avoir 3,5 milliards, mais d'ici 10 ans. 1,5 milliard, c'est 500 millions de dollars. Quand vous faites des chèques pour 2-3 milliards à chaque mois à des pensionnés, 500 millions, vous n'allez pas loin avec ça, comme on dit, là. Voilà donc le sujet dont on va entendre parler beaucoup au Québec et au Canada au cours des prochains mois et des prochaines années. Eh bien, vous vous rappellerez que vous en avez entendu parler ici à TVRL, dans cette modeste émission qui s'appelle Vos finances, tout simplement. Et, M. Morancy, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme mesure que des individus pourraient prendre? C'est que, en fait, compte, c'est que un individu doit s'assumer lui-même, donc doit être capable de constituer sa propre épargne. Mais on regarde actuellement, avec toute la difficulté de l'économie actuellement, la lourdeur des impôts qu'on a déjà à supporter, c'est difficile pour les gens en général d'épargner. Et il faut commencer à épargner d'une base systématique, commencer à mettre quelques dollars à tous les mois et augmenter ça graduellement. C'est le travail d'une goutte d'eau qui s'accumule graduellement. Et l'endettement des familles, évidemment, qui fait en sorte que plus les taux d'intérêt sont bas, et ils vont demeurer bas vraisemblablement pendant longtemps encore, étant donné l'endettement des gouvernements également. Alors, plus les taux d'intérêt sont bas, plus les gens sont portés à s'endetter, à acheter des maisons un peu trop grosses puis des automobiles un peu trop grosses en fonction de leurs moyens. Et surtout que les taux d'intérêt sont très, très bas. Donc, n'importe quand que les taux d'intérêt remontent, vont mettre les gens vraiment à risque de façon importante. Donc, les gens sont très vulnérables dans leurs finances personnelles. Et en plus de ça, c'est que les régimes publics ne pourront pas s'assumer. Donc, les solutions ne sont pas nécessairement évidentes parce qu'il va falloir à un moment donné se restreindre. Et on n'a pas été habitué à ça. Et surtout, la génération des baby-boomers n'a pas été habituée à restreindre sa capacité de dépenser. Et sa capacité de demander des nouveaux services au gouvernement. Constamment. Des régimes médicaments, comme on a au Québec, par exemple, un régime de garderie à 7 $. On n'est pas passé de 5 à 7 $ d'un seul coup. Il y a 3 gouvernements qui s'en sont mêlés, mais on est allé. Et là, à 7 $, est-ce qu'on va rester là encore ou est-ce qu'on va aller graduellement vers 10 $? Il y a des manifestations actuellement qui se tiennent à Montréal et un peu partout au Québec, des étudiants qui ne veulent pas avoir les régimes, qui ne veulent pas avoir les frais de scolarité indexés. Mais s'ils ne sont pas indexés maintenant, ils seront indexés plus tard. Il va falloir le faire. Et plus on va retarder la solution, là aussi, plus ça va faire mal. Alors, il faut juste se rappeler
quand le gouvernement libéral de M. Jean Chrétien et de son ministre des Finances, Paul Martin, sont arrivés au pouvoir au début des années 2000. Ils ont fait 2-3 trous supplémentaires à la ceinture. Ça a fait très mal, mais comme c'est 10 ans en arrière, on ne s'en rappelle plus aujourd'hui. Alors, il va quand même falloir faire attention et prendre des mesures. Et comme disait M. Morancy, s'assumer soi-même, c'est-à-dire, au lieu de compter sur les gouvernements, compter sur vos épargnes à vous et votre capacité d'épargne à vous. Épargner, ça se fait de façon systématique. C'est la façon la plus facile. On est en période de REER encore, puis il y a des gens qui disent « j'ai pas d'argent pour contribuer au REER ». La façon la plus simple de le faire, c'est de mettre un petit montant d'argent sur chaque paye, de côté, de sorte que quand arrive le moment où il faut cotiser au REER pour baisser vos impôts, qui est une autre excellente façon, évidemment, d'augmenter votre épargne, c'est de réduire vos impôts chaque année. Bien là, vous avez le 1 000 ou le 2 000 que vous vouliez pour faire la contribution REER, et ça va vous rapporter peut-être une économie d'impôt de 500-600 pour la majorité des contribuables. Alors, on va faire une première pause et on va revenir ensuite pour poursuivre cette discussion sur le vieillissement de la population et le Québec et le Canada qui sont menacés par ce problème-là, pareil comme la Grèce, pareil comme l'Italie, pareil comme tous les pays industrialisés au monde, à cause du fameux phénomène des bébés boomers. Ces enfants extrêmement nombreux qui sont nés dans les 20 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, sauf 2 pays, l'Allemagne et le Japon, pour des raisons évidentes, évidemment. Alors, eux autres, c'était un peu plus sérieux, les conséquences de la guerre. Alors donc, il n'y a pas eu de phénomène bébé boomer dans ces pays-là. Alors donc, on fait une pause et on revient dans quelques instants. Rebonjour et bienvenue à ce deuxième bloc de cette nouvelle émission qui s'appelle Vos finances, que vous connaissez depuis un certain temps peut-être. Et j'ai commis une petite erreur tout à l'heure à la fin du premier bloc, que M. Dagenet, qui passe ses journées là-dedans, lui, a vite fait récupérer durant la pause. J'ai dit que la campagne réelle de cette année tirait à sa fin et que ça se terminait la fin de semaine prochaine. Alors, M. Dagenet, il a dit non, c'est terminé depuis la fin de semaine passée. Alors donc, moi, je pensais peut-être déjà à votre contribution réelle de 2012. Parce que c'est toujours mieux de contribuer en début d'année plutôt qu'à la fin de l'année. Et les gens qui font de l'épargne systématique durant l'année habituellement n'ont pas de problème. Quand arrive cette période-là, donc, de contribution réelle, parce que l'argent est déjà accumulé, et vous pouvez le mettre ou bien pour l'année passée, ou bien pour l'année qui débute, si vous avez de l'argent pour faire une contribution actuellement. Mettons que vous recevez, je ne sais pas, moi, un héritage ou vous gagnez une loterie, puis vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez récupérer vos contributions réelles des années précédentes. On peut le faire, donc, durant le mois de janvier et février. Ces 2 mois, c'est-à-dire janvier et février, je dis bien oui, et non pas mars-avril. Donc, j'allais faire une autre erreur. Alors, donc, on peut contribuer durant janvier et février pour l'année qui est terminée ou pour l'année qui débute. Et ça, on peut le voir sur la déclaration du gouvernement fédéral de l'année passée. Combien on a le droit de contribuer maintenant, cette année pour 2012. Alors, voilà, donc, il n'y a pas de problème. Normalement, vous voyez un conseiller financier, puis il va vous dire ça. Sauf que votre conseiller financier, il a peut-être fait avec vous récemment un beau grand tableau pour vous expliquer si vous prenez votre retraite à 60 ans ou à 63 ou à 68, combien vous allez avoir d'argent en tenant compte du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, de votre régime de rente du Québec, du fonds de pension de votre compagnie si vous en avez un, du fonds de pension, c'est-à-dire de la pension de sécurité de vieillesse du gouvernement fédéral, qui est à tout le monde, qui arrive à 65 ans, et du supplément de revenu garanti éventuellement pour les gens qui n'ont pas d'autres sources de revenus. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'assurer votre retraite, bien entendu, parce qu'on parle ici de revenus minimum, là. Vraiment quelque chose, ça vous permet de payer l'épicerie et pas beaucoup plus. Alors, c'est pour ça qu'il faut épargner le plus possible à chaque paye et commencer à épargner le plus tôt possible dans votre carrière. Je dis ça pour les jeunes qui sont en train de manifester actuellement, là. Au lieu de manifester, il serait peut-être mieux de s'occuper de leurs études pour sortir avec des diplômes le plus rapidement possible et commencer à travailler avec des meilleurs salaires le plus tôt possible et commencer à épargner le plus possible. Comme ça, ils ne se retrouveront pas dans ce même genre de situation dans 30 ou 40 ans que leurs parents, par exemple, risquent de se retrouver d'ici quelques années. Alors donc, je suis en compagnie aujourd'hui de M. François Morancy, le président fondateur de Aviso, les conseillers financiers. C'est une petite firme qui est spécialisée justement dans les finances personnelles et familiales des individus, mais aussi des gens de petites et moyennes entreprises, qui est votre clientèle de prédilection. Et avec M. Robert Dagenet, qui est conseiller en placement chez Industriel Alliance Valeurs Mobilières. Alors, ces 2 messieurs sont des gens, si vous leur regardez la tête,
2 personnes d'expérience qui conseillent des personnes qui vont prendre la retraite. Eux-mêmes, dans quelques années, vont faire face à cette situation. Et donc, c'est un problème qui a été soulevé par M. Stephen Harper à Davos il y a quelques semaines. On pense que le Québec et le Canada sont à l'abri de problèmes financiers comme la Grèce, l'Italie, etc. Ces gens-là, c'est principalement les régimes de retraite et les retraites trop tôt qui causent leurs problèmes financiers. Alors, M. Harper a cru bon de dire, nous, au Canada, on va commencer à étudier la situation parce qu'on pense qu'on va se faire attraper, nous aussi, par cette situation d'une population qui vieillit trop vite, qui ne se remplace pas assez rapidement. Il y a de plus en plus de retraités par 10 ou 100 ou 1000 travailleurs et ça ne pourra pas tenir très longtemps comme ça à un moment donné. La balançoire va basculer. Jusqu'à présent, le régime de rente du Québec, ça a été créé, par exemple, en 1964. Alors donc, la pension de sécurité de vieillesse d'Ottawa, ça, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors donc, on se retrouve dans une situation où les gouvernements ne seront plus en mesure de vous offrir les mêmes pensions qu'ils vous offrent actuellement. Donc, vos beaux plans que vos planificateurs financiers ont fait, incidemment, ces 2 messieurs sont planificateurs financiers également. Donc, ils vous ont fait des beaux plans. Bien, votre beau plan, là, en couleur, oubliez ça parce que il y a des données là-dedans variables. On peut, par exemple, projeter une inflation de 2 ou 2,5 pour les 20 ou 30 prochaines années et on peut projeter des revenus, mettons, de 3 même si la Caisse de dépôt et de placement a obtenu seulement 4 l'année passée, qui était une bonne caisse quand même, qui était une bonne année quand même pour les investisseurs. Alors donc, on se retrouve dans cette situation où les régimes de retraite rapportent de moins en moins. Donc, il faudrait que vous vous occupiez vous-même de vos régimes de retraite. Sinon, vous risquez d'avoir un sacré problème quand vous arriverez à la retraite en 10, 15, 20, 30 ans ou 40 ans. Puis, monsieur, justement, il faut regarder, les défis de la retraite sont nombreux. Donc, il faut aller chercher un rendement sur son argent, il faut être capable de payer ses impôts, il faut être capable de combattre l'inflation, puis de s'assurer de vivre moins vieux que son argent, parce que notre longévité augmente. Il faut payer des médicaments éventuellement. Exactement, puis des soins de santé. Donc, il ne faut pas penser que plus on avance en âge, ça va coûter moins cher. Donc, ça risque de coûter plus cher ou au moins le même prix. Alors, tout ça fait que on veut pas faire paniquer les gens, mais dans notre, si on peut dire, dans notre boîte à outils comme planificateur financier, on a aussi des outils. On peut regarder, la personne peut travailler plus longtemps que ce qu'elle pensait, si on fait la planification suffisamment d'avance. Tu sais, aujourd'hui, j'avais un de mes clients qui est venu me voir pour sa planification de la retraite. Il a 66 ans. Donc, il voulait prendre sa retraite cette année. Alors, il n'est pas venu me voir il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans pour que j'aide le temps. Donc là, on est obligé d'utiliser, j'appelle moi, des mesures d'urgence. Comme lui, dans son cas, on va être obligé de vendre la maison pour pouvoir, qu'il aille en appartement, pour pouvoir assurer sa retraite pour juste toute sa longévité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que ça va être de vendre leur entreprise. Toute leur vie, ils ont travaillé, ils ont tout le temps investi dans leur entreprise. Le fonds de pension, c'est l'entreprise. Exactement. Mais le fonds de pension, on sait que la moitié des entreprises va être à vendre dans les prochaines années. Donc, pensez-vous que imaginez dans le domaine immobilier que la moitié des maisons dans votre quartier est à vendre. Évidemment, les prix vont tomber. Mais pas juste ça. C'est que c'est pas tout le monde qui va être acheté. Il n'y a pas suffisamment d'acheteurs d'entreprises pour pouvoir toutes les acheter. Donc, de préparer la vente de son entreprise, ça prend 5 ou 10 ans pour pouvoir augmenter la rentabilité, augmenter la taille. Il y a des fois, il y a des entreprises, c'est des belles petites entreprises qui ont une belle rentabilité, mais ils ne sont pas suffisamment grosses pour intéresser quelqu'un qui voudrait l'acheter. Donc, tout ça, c'est des éléments de planification qui sont importants. L'autre élément qu'on parlait tantôt, c'est l'endettement. Si on n'élimine pas tout notre endettement pour la retraite, comment on va faire pour vivre? Donc, c'est toutes des choses qu'on doit mettre comme mesure et de planifier, puis s'organiser, puis se structurer. Et comment on va faire pour faire face à la prochaine augmentation des taux d'intérêt parce qu'ils ne vont pas rester au niveau où ils se trouvent là pendant les 20 on est quasiment à zéro intérêt ou pratiquement. Les taux d'intérêt, ça ne peut pas aller dans le sous-sol, cette affaire-là. Ben, on peut pas avoir... Ce qui arrive, c'est que si on allait plus loin, on allait vers des taux d'intérêt négatifs. Tout à fait. Théoriquement, ce serait possible, mais c'est absurde. Et en plus de ça, il y a toujours la question aussi de dire, ben, à la retraite, on pense toujours que c'est de rien faire, mais on peut peut-être travailler à temps partiel, mais pas être obligé de gagner les mêmes revenus. Puis on peut travailler à temps partiel, mettons, 3-4 mois par année ou 6 mois par année, puis être à la retraite 6 mois par année. Donc, il y a différents aménagements qui peuvent être faits. Donc, dans nos chiffriers puis dans nos façons d'évaluer les objectifs de retraite, ce que je trouve difficile, c'est un client comme ce matin qui m'arrive à 66 ans puis qui me dit « Je veux prendre ma retraite dans 6 mois ».
Parce que là, il faut que je trouve des mesures d'urgence d'urgence, puis des éléments. Donc, d'avoir à lui annoncer qu'il est obligé de vendre sa maison d'ici 1 an pour pouvoir prendre ce capital-là, l'investir pour que ça rapporte plus, parce que les maisons, ça augmente à chaque année, mais d'un 2 ça n'augmente pas suffisamment pour pouvoir lui donner un bon revenu. Donc ça, ces mesures-là, ça me tracasse régulièrement parce que les gens ne veulent pas anticiper l'avenir, ils veulent juste faire face à la musique au moment où ils vont être rendus dans la parade. Quand on est rendu dans la parade, c'est les gouvernements qui ont décidé, puis on se retrouve avec des revenus minimums. Puis il ne faut pas oublier que le supplément de revenu garanti, c'est quasiment comme un équivalent pour les gens qui sont à la retraite, l'équivalent quasiment d'un bien-être social. C'est un supplément pour des gens qui sont pauvres. C'est pas la mesure par excellence pour prendre sa retraite. Les gens sont habitués habituellement un peu plus que le seuil de pauvreté pour pouvoir vivre. Parce que quand on arrive à la retraite ou qu'on approche de la retraite, on a des projets aussi différents. On voudrait voyager un peu plus, on voudrait faire ci, faire ça, faire des travaux autour de la maison, des choses de même. Donc, ça risque de coûter un peu plus cher, ça aussi. Et donc, si on de n'a pas penser d'argent... qu'on va diminuer notre revenu, notre train de vie à la retraite, il faut penser que actuellement, quand on travaille, notre employeur ou notre entreprise nous occupe pour un 2000 heures par année minimum. Quand vous arrêtez de travailler, ce 2000 heures devient disponible. Plus vous rajoutez les temps de déplacement qui sont pas minces avec l'état des routes qu'on a actuellement. Donc, quand on regarde tout ça, on travaille peut-être un 2500 heures par année avec les temps de déplacement et tout ça. Comment vous venez pour vous occuper simplement à la retraite, ce 2500 heures, et sans dépenser d'argent? Donc, des fois, je dis, la générosité de notre employeur, il nous paye pour nous occuper. C'est-à-dire que quand on est à la retraite, c'est nous autres qui devons nous payer pour pouvoir... Nous occuper, il n'y a personne qui va venir payer des dépenses supplémentaires à notre place. Parce qu'on dit qu'on veut remplacer le revenu de travail par le revenu du capital. Mais s'il n'y a pas de capital, on va remplacer le revenu de travail par quoi? C'est ça les dangers et les enjeux de notre société actuellement. Et de s'illusionner, la réalité des chiffres, c'est simple. Une planification de la retraite, c'est simple. Mais encore faut-il le faire au bon moment, c'est-à-dire donner aux planificateurs financiers suffisamment de temps pour pouvoir vous proposer différents scénarios. Parce qu'on peut juste constater les dommages à ce moment-là. Autrement, il va être obligé, encore une fois, de prendre des mesures d'urgence à la dernière minute parce que vous n'y avez pas donné les 5 ou 10 ans dont il aurait eu besoin pour vous présenter différents autres scénarios. Alors donc, le problème que vient de soulever M. Morancy est extrêmement grave. La retraite, on la repousse. Et la retraite, on la voit toujours beaucoup plus loin en avant. Alors, 5 ans en avant, c'est aussi court que 5 ans en arrière. Rappelez-vous qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quand on a changé de siècle, quand on a changé de millénaire. Il y avait des feux d'artifice partout. Ça fait 12 ans de ça, il me semble que c'était hier, et ça fait seulement que 12 ans. Exact. Regardez, par exemple, le massacre qui a eu lieu à New York avec les 2 tours du World Trade Center. En 2001. On n'a pas célébré, mais on a rappelé cette année le 10e anniversaire de cet événement malheureux. Alors, pourtant, ça fait déjà 10 ans. Et on a l'impression que c'était hier, avant-hier, on les voit encore, les avions s'incruster dans les tours. Absolument. On pense que c'était très, très récent. Et pourtant, ça fait déjà 10 ans de ça, ou 11 ans de ça. Alors, le temps, quand c'est derrière, ça paraît toujours très court. Quand c'est devant, ça paraît toujours très long. Et les gens disent toujours la retraite. J'ai seulement 40 ans, je m'en occuperai dans 50, dans 10 ans, quand j'arriverai à la retraite. Puis j'ai eu des discussions avec des confrères au niveau de l'inflation. C'est des choses qui m'étonnent. Mais les confrères disent, on n'a pas besoin de tenir compte de l'inflation pour le revenu à la retraite. Je m'excuse. On regarde actuellement avec le carburant, on regarde avec la nourriture. Les éléments de première nécessité ont augmenté beaucoup plus que l'inflation. Et à ce moment-là, quand on met l'inflation composée sur 10, 15, 20, 30 ans de retraite, ça fait des dommages énormes. L'inflation, c'est comme les rendements, c'est composé, cette affaire-là. C'est l'inflation sur l'inflation des années précédentes. Oui, puis il y a un défi présentement qui se pose à court terme, c'est les taux d'intérêt. Au niveau des placements, au niveau des personnes âgées qui viennent de rentrer à la retraite, qui transfèrent le REER en fer, les taux d'intérêt à 1,5 garanti ne bat même pas l'inflation. Ce qui veut dire que tu t'approuverais chaque année, plus le montant qu'il faut que tu retires. Puis moins les impôts qu'on est quand même obligé de payer. Avant l'inflation, sur un petit rendement comme ça, il y a quand même un petit peu d'impôts à payer aussi qu'il faut payer. Exactement. Et l'impôt passe toujours avant l'inflation. Puis au niveau du pouvoir d'achat diminue, l'inflation augmente. Ce qui veut dire qu'au bout de la ligne, on en a moins.
dans nos poches. Alors, pendant un an, on peut dire mon pouvoir d'achat diminue de 1 ou 2 %. On dit c'est pas grave pendant un an. Le problème, c'est que si la retraite dure 10, 12, 15 ans, 20 ans de plus que prévu, bien là, ça va diminuer d'autant à chaque année. Et si vous n'avez pas les moyens pour faire face, premièrement aux impôts, deuxièmement à l'inflation, bien, vous avez un gros problème. Or, une des solutions que le gouvernement Harper et les autres vont prendre, c'est probablement justement de désindexer ces régimes-là, de faire en sorte que la première partie, de 1,5 ou 2 ou 2,5 %, c'est vous qui allez la supporter. Et si vous n'êtes pas en mesure d'avoir des rendements pour ça et d'avoir suffisamment d'épargne pour ça, bien, vous allez avoir un gros problème pour les 10, 15, 20, 30 années qui vont suivre par la suite. Alors, on va faire une deuxième pause, on va revenir ensuite pour revenir avec un autre sujet. J'ai, je pense, ici quelques chiffres que j'aimerais vous soumettre, messieurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est un cas en particulier d'une personne, justement, qui se pose une question. Est-ce que j'ai les moyens de prendre ma retraite maintenant ou si je devrais travailler quelques années supplémentaires? Dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour à cette émission pour le troisième bloc qui en compte 4, comme vous le savez, en compagnie de M. François Morancy, le président fondateur d'une petite entreprise qui s'appelle Aviso des conseillers financiers et qui se spécialise en consultation auprès des petits entrepreneurs, notamment des gens de petites et moyennes entreprises qui ont des problèmes bien particuliers quand ils approchent de la retraite du aussi. Qu'est-ce que je fais de l'entreprise d'avant? Je prends ma retraite à 60 ans ou à 65 ans, ou je prends mon régime de rente maintenant ou plus tard. Alors donc, des problèmes qui sont communs à tout le monde, mais ils ont des problèmes particuliers en plus. Et M. Robert Dagenet, lui, qui est conseiller financier chez Industriel Alliance Valeurs Mobilières. Alors, messieurs, merci d'être là. Et donc, vous faites face sur une base quotidienne à ces problèmes de retraite ou de gens qui se préparent à prendre la retraite dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Alors, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des cas semblables à soumettre à nos spécialistes qui changent à toutes les semaines, comme vous savez. J'ai un cas, par exemple, ici, qui a circulé dans plusieurs médias. Alors, je l'ai ramassé parmi d'autres. Alors, donc, on parle ici d'une dame de 57 ans qui a des REER de 210 000 $ à peu près et qui a un CELI de 20 000 $. Le CELI, c'est le nouveau véhicule qui a été lancé il y a 4 ans maintenant, dans lequel vous pouvez mettre 5 000 $, dont les rendements ne seront jamais imposés le restant de vos jours et même à votre décès. Tandis que les REER, bien évidemment, il y aura une imposition éventuellement quand vous allez décéder, parce que le gouvernement va considérer, lui, que vous avez vidé votre REER la veille du décès, comme si vous n'aviez pas d'autre chose à faire à ce moment-là. Alors donc, la dame ici, elle a 20 000 $ dans son CELI. Hors REER, elle a 20 000 $ également. Elle a un régime de rente du Québec qu'elle voudrait prendre à 60 ans, qui lui donnerait à ce moment-là 2 829 $ par année. C'est pas beaucoup. Non. C'est pas beaucoup. Elle n'a pas eu le droit, elle n'a pas accumulé le maximum, et en plus de ça, elle subit les réductions. Il y a un certain nombre d'années où elle n'a pas travaillé, et elle n'a pas travaillé au maximum permis depuis 1964. Alors donc, dans le REER, 44 500 $, dans le CELI, 20 790 $, 40 000 $ et qui lui rapporterait à 60 ans 8 075 $. C'est pas une fortune, ça non plus, sur une base annuelle. Divisez ça par 2, vous allez voir que le mois de février passe très vite à ce moment-là. Et un spécialiste s'est penché sur son cas. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Prendre son REER, par exemple, le plus rapidement possible, ou bien attendre à 65 ans, ou bien le reporter à 70 ans. Si vous travaillez plus longtemps, évidemment, votre REER continue de... pas votre REER, mais votre régime de rente du Québec, ou l'équivalent dans les autres provinces pour le niveau fédéral, ça continue de s'accumuler aussi toutes les années que vous allez travailler. Donc, c'est une excellente façon de accumuler plus d'épargne en attendant que le gouvernement prenne des décisions et en espérant qu'il ne va pas nous forcer à le faire, à prendre une retraite. Mettons, vous n'avez plus le droit de prendre la retraite à 65 ans. C'est maintenant 67 pour tout le monde, ou 69 pour tout le monde, ou 71 pour tout le monde. Alors donc, il y a des mesures qui s'en viennent comme ça. On va commencer à étudier ça au Canada, mais on va l'étudier aux États-Unis, on va l'étudier comme on fait actuellement en Europe, dans tous les pays. Parce que le problème de l'endettement des gouvernements vient de là principalement. Alors les gouvernements, évidemment, si ce n'est pas eux qui payent, c'est vous qui allez payer. Ce sont les retraités, les futurs retraités qui vont payer pour ça. Alors voilà donc la situation
de ce couple. C'est pour ça que je vous ai donné 2 séries de chiffres. C'est parce que c'était une dame et puis un monsieur, là. En couple, le monsieur, lui, a 50 ans. La dame, elle a 52 ans. Alors, donc, ils ont des épargnes, mais pas beaucoup d'épargnes. Enfin, je vous entendais marmonner dire qu'ils iront pas loin avec ça, là. Non. Il ne faudrait pas que la retraite dure très longtemps. Ou alors qu'ils aient des bons régimes d'entreprise, des bons fonds de pension d'entreprise. Et bien des fois, pour reprendre les paroles de M. Parizeau, même si on réussit à survivre avec le budget de l'an 1 de la retraite, on ne survivra pas aux 10, 20 puis 30 années qui vont suivre. Alors, bien des fois, de prendre des mesures trop à court terme et de penser qu'on ne vivra pas vieux, je trouve que c'est une très mauvaise décision et un manque de perspective. Et c'est le problème des gens. C'est un risque énorme à prendre. Les gens n'ont pas de perspective de tous les dommages que peuvent causer l'inflation sur des dizaines d'années. Des revenus qui n'augmentent pas avec vos heures de travail, par exemple, avec du temps supplémentaire ou des choses comme ça. Alors voilà, donc, vous nous faites parvenir un cas semblable si vous voulez nous soumettre votre cas à vous. Et si vous ne voulez pas qu'on vous identifie, vous dites que c'est le cas de votre beau-frère, comme plusieurs personnes font. Alors donc, vous nous envoyez ça par courriel à info@tvrl.ca ou alors vous nous faites parvenir ça à Canal 9 TVRL. Et l'émission est diffusée sur ce canal-là le samedi à 21h, le lundi à 10h et le mercredi suivant à 21h30. Ça, c'est la première diffusion. Mais comme les émissions maintenant sont archivées, c'est-à-dire que sur le site tvrl.ca, vous pouvez toujours retrouver ces émissions puis les regarder plusieurs fois s'il y a des bouts particuliers qui vous ont intéressé, avec des données que vous n'avez pas eu le temps de prendre, par exemple. Alors, à ce moment-là, vous allez voir sur tvrl.ca et puis là, on va vous donner des menus. Et dans le menu, vous prenez l'émission Vos finances et puis vous tapez là-dessus. Puis là, on va vous donner toutes les émissions qui sont archivées depuis quelques années maintenant. Et vous regardez l'émission qui peut vous intéresser. Évidemment, vous avez cette possibilité, tvrl.ca, et vous pouvez nous faire parvenir également vos affaires à vous. Je vous donne le numéro de téléphone si vous avez oublié l'adresse. C'est 450-8005-8005. On va vous donner l'adresse pour nous faire parvenir votre petit courriel, ou nous faire parvenir une lettre, ou qu'est-ce que vous voulez. Du moment qu'on a des données, vous laissez votre nom, s'il vous plaît, et votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler avant de soumettre votre cas à nos spécialistes. Parce que depuis le temps que je fais ce genre d'émission, je sais le genre d'informations dont ils ont besoin pour essayer de vous donner des suggestions pertinentes, très précises. Plus l'information est précise, plus les suggestions vont être précises. Parce que, autrement, bien évidemment, on reste dans le vague toujours. Et dans la théorie, au lieu de parler d'un cas précis, d'un cas pratique, d'un cas concret, comme vous en voyez un peu partout dans les médias de plus en plus, vous pouvez les découper également puis les conserver si ça ressemble un petit peu à votre situation à vous. Vous avez parfois seulement quelques chiffres à changer ou quelques objectifs à changer puis vous vous retrouvez dans la même situation. Donc, voilà pour tvrl.ca, ça, ce sont nos archives. Et vous avez donc les heures de diffusion que je vous ai données, vous allez les trouver sur le site également. Et vous allez trouver le site Internet sur le site également pour les heures de diffusion. 21h le samedi. Je comprends que c'est en compétition contre le Canadien, mais remarquez que le Canadien est tellement pourri par les temps qui courent que c'est difficile de faire pire que lui. En parlant du Canadien, je vous ai présenté juste avant ou juste après les fêtes une émission où on disait qu'on allait parler de hockey durant l'émission parce qu'à ce moment-là, je vous parlais des sujets dont on allait parler dans l'actualité. Il y a des gens qui m'ont appelé et ont dit « Depuis quand vous parlez de hockey? » On ne parlait pas de hockey, évidemment, et des malheurs du Canadien en particulier. C'est parce qu'à ce moment-là, on avait annoncé que le Canadien, c'est-à-dire Bell Canada, qui possède déjà le Canadien et qui possède plusieurs diffuseurs, s'était associé avec Rogers pour acheter des propriétés des Maple Leaf Gardens, donc les Maple Leafs de Toronto, avec la bâtisse et puis les centres de divertissement là-bas, de spectacles, etc. Alors, je me disais, moi, comment ça se fait que le gouvernement fédéral ne bloque pas une affaire comme ça, alors qu'il y a quelques années, quand des banques ont voulu fusionner entre elles, à l'arrivée au pouvoir du gouvernement Martin Chrétien, le gouvernement était intervenu tout de suite pour dire non, il y a assez de concentration au Canada dans le domaine des banques, on n'en fera pas une de plus.
Alors, est-ce que c'est normal qu'on le permette dans certains secteurs et qu'on ne le permette pas dans d'autres secteurs, M. Morancy? C'est souvent des décisions politiques et non pas nécessairement des décisions économiques. Et bien des fois, on est plutôt des spectateurs de ces décisions-là que des artisans. C'est sûr qu'on veut toujours maintenir une certaine forme de compétition entre les grandes entreprises pour s'assurer, par exemple, au niveau de la téléphonie, qu'on puisse avoir différentes offres pour avoir diminué. On regarde simplement, par exemple, dans le domaine de tout le service Internet, on regarde le service en France. Oui. Pour 30 ou 35 $ par mois, on peut se retrouver avec un service complet de télévision, d'Internet et de téléphonie. C'est donc beaucoup plus généreux que nous autres, ce que vous nous dites. Exactement. Donc, on s'aperçoit qu'ici, on est tellement réglementé, puis on essaye de faire comme une compétition artificielle où c'est un club, il essaye de maintenir constamment les prix très élevés. Donc, autrement dit, le CRTC ne fait pas sa job ou les dirigeants de la concurrence à Ottawa ne font pas le job non plus? À mon avis, non. Et je pense qu'on est comme d'habitude les dindons de la farce et puis on nous dit, parce que regardez, même les petits pays africains, ils reçoivent directement ça par satellite, alors que nous autres, ils s'amusent encore à nous passer des fils sous le nez. Alors, on a un problème à tous les niveaux, y compris des niveaux technologiques, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de compétition. Et là, je vous parlais de ça, des banques, parce qu'on entend parler maintenant de plus en plus, peut-être que vous en avez entendu parler aussi, M. Dagenet. Semble-t-il qu'il y aurait des tendances de rapprochement entre des compagnies d'assurance. Parce que les compagnies d'assurance sont pas mal plus petites que les banques, mais si elles fusionnaient entre elles, elles pourraient peut-être à ce moment-là atteindre la taille des banques et pouvoir compétitionner un peu mieux. Oui, présentement, il y a des rumeurs de consolidation auprès de certaines petites compagnies d'assurance qui vont sans doute disparaître avec le temps. Au bout de la ligne, qu'est-ce que ça peut amener? C'est des économies d'échelle au niveau employé, économies de recapitalisation. Des rentes, des choses comme ça, parce que présentement, les compagnies d'assurance ont un petit peu de misère à planifier la concurrence des banques sur les marchés financiers. Exactement, puis en plus... Mais de nos côtés, ça va limiter l'offre de produits financiers. Exactement. Parce que bien des fois, les petites compagnies d'assurance sont créatives, offrent des produits financiers que les grands n'offrent pas, des choses qui sont beaucoup plus innovantes. C'est ça qu'on perd à un moment donné. Regardez dans le domaine du courtage, qui est votre domaine, quand on a éliminé un paquet de petites maisons de courtage, ces maisons de courtage-là, en se faisant éliminer, c'est toute la souscription de nouvelles émissions qui a presque disparu de l'échelle de Montréal puis du Québec. Donc, des souscriptions se font maintenant toutes à Toronto. Les souscriptions, ça, c'est quand une compagnie émet des actions sur le marché ou s'inscrit en bourse comme telle. Ou va chercher un financement. Des actions ou des obligations sur le marché. Oui, mais un financement public. Donc, c'est toutes ces facilités-là qu'on avait, la créativité en termes de produits. Donc, plus on concentre, sous prétexte, c'est sûr qu'au niveau de la compétition au niveau mondial est de plus en plus intense. Nos institutions sont obligées de se regrouper, mais on est déjà tellement regroupés que s'il faut regrouper davantage, à un moment donné, on n'aura qu'une seule banque, comme un seul gouvernement et un seul Dieu. D'ailleurs, il y a une banque qui fait déjà son slogan là-dessus, une banque, un client, une seule banque pour tous les services financiers. Exactement. Donc, c'est toujours le rêve de tous sous un même toit, mais c'est que ce que je crains là-dedans, c'est comment l'arbitrage se fait dans le portefeuille du client. Et ça amène des problèmes fondamentaux. Parce qu'à ce moment-là, c'est que tout le monde essaie de voir le client comme un gâteau et les différents services de la banque essayent de se le partager entre eux. Mais c'est pas toujours fait en gentleman et pas nécessairement dans le meilleur intérêt du client. Alors voilà donc le manque de concurrence, c'est ça que ça peut apporter. Et c'est pour ça que je vous avais parlé de hockey. En fait, le hockey, moi, puis les Malades du Canadien, ça fait déjà plusieurs années que je les laisse passer parce qu'il n'y a plus rien à faire, je pense, avec ce club-là. En tout cas, dans la forme actuelle. Mais il reste quand même que là, il y avait une concentration encore plus forte. Le gouvernement fédéral, parce que c'est lui qui est responsable de la concurrence, a laissé passer ça, mais ne le laisse pas passer dans le domaine des banques. À l'époque, c'était la Royale, si je me rappelle bien, qui voulait acheter la Banque de Montréal. Et une semaine après, la CIBC avait expliqué qu'elle voulait acheter la TD. Alors, le gouvernement fédéral est intervenu en disant non, parce que ça va faire trop de concurrence. Ça va limiter trop la concurrence. Absolument. Et donc, on le laisse faire dans le domaine du sport, puis de la téléphonie, et puis de la... Puis regardez la Banque Laurentienne qui est à vendre depuis des années, puis personne ne veut l'acheter. Il faut dire qu'elle syndiquée, ce qui pose un certain problème à des gestionnaires qui ont de la misère à vivre avec ça, des syndicats. Mais ça fait comme une pilule empoisonnée qui empêche son acquisition. Tout à fait.
Alors donc, voilà pour la raison pourquoi je vous avais parlé de hockey. En fait, quand on veut réfléchir sur la situation en économie-finance, on peut s'inspirer de n'importe quel autre secteur de l'actualité. Et c'est pour ça que je vous avais parlé de ça. Parce que la nouvelle cette semaine-là, c'était Rogers qui s'associe avec le Canadien. Donc, 2 clubs de hockey qui s'associent ensemble pour acheter un 3e club de hockey, si vous voulez. Je trouvais que ça commençait à faire pas mal de concurrence. Et puis pendant ce temps-là, à Québec, on voudrait bien avoir un club, on n'a pas. Mais enfin, ça, c'est un autre débat sur lequel on ne reviendra pas. Donc, on va faire une dernière pause, puis on va revenir ensuite pour regarder qu'est-ce qui nous attend au cours des prochaines semaines. Et surtout, qu'est-ce qu'on a vu ou pas vu au cours des dernières semaines qui pourrait influencer notre décision en matière de nos finances personnelles et familiales au cours des prochaines semaines. Dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le dernier bloc de cette émission, Vos finances, en compagnie de M. François Morancy, le président fondateur de Aviso, les conseillers financiers, et de M. Robert Dagenet, qui est un conseiller en placement auprès de Industriel Alliance Valeurs Mobilières. C'est la filiale du grand groupe Industriel Alliance qu'on connaît depuis une centaine d'années, parce qu'Industriel et l'Alliance, c'est 2 compagnies qui ont plus de 100 ans chacune. Exact. Alors donc, durant la campagne réelle, j'ai regardé évidemment des annonces à la télévision. On nous mettrait qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. On parlait de certains placements qui étaient garantis à 100 %. Est-ce qu'on peut avoir des placements garantis à 100 %? Je pense que c'était oui, Placement Québec. On peut toujours avoir des placements garantis à 100 %. Ça dépend qui garantit. Donc, quand c'est le gouvernement du Québec, on est plus rassuré que si c'était Earl Jones qui garantit à 100 %. Tout à fait. Donc, c'est toujours la question, il faut toujours regarder puis se poser la question, quand on nous offre quelque chose de garanti, c'est qui offre cette garantie-là et combien elle nous coûte. Il faut penser que quand on vous offre une garantie, il y a un coût qui est payé. Le rendement devient beaucoup plus petit à ce moment-là. Exactement. Tout ce qui est garanti réduit le rendement, c'est la loi du marché. Il y avait une autre publicité que j'avais vue qui disait qu'on vous donnait un supplément d'avantage fiscal de 40 %, et puis il y en a une autre compagnie un peu semblable qui donnait seulement que 30 %. En fait, je parle ici du fonds FTQ et du fonds de la CSN, des fonds de travailleurs. Comment ça se fait qu'il y en a un qui offre 40 % de plus, puis l'autre offre 30 % de plus qu'un réel conventionnel? Ben, disons, premièrement, on offre un crédit d'impôt dans les 2 cas, un crédit d'impôt en plus de la déduction du REER, tout simplement pour compenser le risque. Il faut comprendre que le fonds de la CSN et le fonds de la FTQ, c'est du capital de risque. Donc, ils investissent dans des entreprises dans une mission très précise qui est de protéger des emplois. Et de créer des emplois. De créer et de protéger des emplois. Donc ça, c'est une mission qui est sociale et économique comme telle, mais qui fait que, à cause de ce biais-là, ce qu'ils recherchent, c'est pas nécessairement le meilleur rendement. Et à partir de ce moment-là, ces contraintes-là affectent le rendement du fonds comme tel. Et pour essayer de compenser ça, les gouvernements ont accepté de donner un avantage fiscal supplémentaire. Qui est extrêmement important. Mais pourquoi il y en a un qui c'est 30 % puis l'autre c'est 40 %? Ben, tout simplement parce qu'il y en a un qui est un peu le frère pauvre. Le fonds de la CSN est beaucoup moins doté que le fonds de la FTQ. Il est plus jeune. Il est plus jeune. Il a voulu copier la FTQ. Et en plus de ça, si je ne m'abuse, c'est la vision de la CSN n'était pas vraiment aussi claire que celui de la FTQ et il n'a pas pris sa part ou sa place sur le marché comme tel. Celui de la FTQ, ça a été créé à l'époque de Louis Laberge, ça, et puis c'est rendu, je pense, à 25 ans d'existence à peu près. Et 7 milliards d'actifs à gérer, c'est beaucoup d'argent. Et qu'ils ont mobilisé leurs troupes pour contribuer dans le fond de la FTQ. Donc, vous regardez tous les syndiqués, c'est presque pour eux autres un acte de foi dans leur mouvement syndical, de recruter des nouveaux membres et qui investissent régulièrement et périodiquement. Donc, pour moi, c'est toujours, je dirais, c'est presque un acte de foi qu'on fait lorsqu'on investit là-dedans et pas nécessairement un placement. Est-ce que ces fonds de travailleurs, ce sont des bons placements, M. Morancy? Bon, c'est toujours la question, c'est que, moi je dis, c'est toujours une question de conviction du client. Si je regarde le rendement, c'est pas le rendement le plus chaud en ville. Il y a de bien meilleurs rendements. Donc, bien des fois, ce que je dis à des clients, si vous le faites pour votre conscience sociale, parfait, je respecte ça, limitez l'ampleur de vos investissements là-dedans. Pour ceux qui sont proches de la retraite, les crédits d'impôt sont tellement généreux que je dirais qu'à 5 ans de la retraite, ça vaut la peine d'investir dans ces fonds-là à cause des économies d'impôt
impôts, à condition de les réinvestir pour pouvoir créer un capital. Finir de payer l'hypothèque, par exemple, ou des choses comme ça. C'est ça. Et quand on prend sa retraite, à ce moment-là, on est capable de pouvoir le transférer dans des eaux plus rentables. Parce que c'est quand même du capital de risque et ça n'a pas performé à la hauteur où on voulait. Et ça rapporte pas beaucoup. Et quand ça rapporte pas beaucoup, ben c'est pas un placement qu'on doit viser pour le long terme, des périodes. On parlait de toute la crise des régimes gouvernementaux. Alors, si votre argent ne travaille pas à la hauteur où vous travaillez actuellement, vous avez un problème. Okay. Parce que vous ne pourrez pas prendre votre retraite. Et si on regarde pendant 10, 15 ou 20 ans, puis vous sous-performez par rapport à ce que le marché de offre... 2-3 % que vous auriez pu avoir de mieux ailleurs. Ça vous fait mal. Ça représente des dizaines de milliers de dollars de plus ou de moins dans votre cagnotte, là. Exactement. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'il faut regarder ça. C'est l'élément stratégique important à regarder. Donc, c'est très bon, mais pas nécessairement pour tout le monde. Puis ça aussi, il faut en parler avec votre conseiller financier qui va regarder l'ensemble de votre situation et qui va vous donner des recommandations bien précises. On a aussi, à part de ça, donc, la FTQ et la CSN. Donc, il y en a un qui est plus vieux que l'autre. C'est pour ça qu'il a accumulé beaucoup plus d'argent. C'est pas parce qu'il est plus intéressant et c'est pas parce qu'il donne nécessairement des meilleurs rendements. Mais des bons rendements actuellement, ça ne court pas les rues. Les taux d'intérêt sont très bas. Donc, dans un portefeuille, vous avez, M. Dagenet, une partie qu'on appelle le revenu fixe. Oui. Comment vous allez chercher du bon revenu fixe avec des taux d'intérêt au plancher comme ils sont actuellement? Présentement, il y a une question de risque au niveau des revenus fixes. On peut aller au niveau des débentures ou des obligations. Sauf que présentement, on essaie de raccourcir les termes. Pourquoi? C'est que tout simplement, les taux d'intérêt sont au plancher. On s'attend au cours des prochaines années. La chance doit monter que de descendre au cours des prochaines années, c'est une question de temps. Même une obligation qui est entièrement garantie, la garantie s'applique à l'échéance de l'obligation. Si vous allez chercher une obligation de 10 ans, à un taux de 2 ou 3 % si les taux montent à 4-5 % la valeur de l'obligation va diminuer. On a un problème, la valeur de l'obligation pendant quelques années, vous ne pourrez pas l'encaisser puis en acheter une autre plus rentable parce que c'est garanti, mais à la fin du terme seulement. Exactement. Donc, vous risquez de perdre du capital. Avant d'investir dans ce genre de produit-là, il faut prendre la peine de lire le prospectus puis de regarder qu'est-ce qu'on achète exactement. Et de se le faire expliquer par le conseiller. Exactement. C'est simplement de raccourcir. Présentement, moi, ce que je conseille, c'est de raccourcir les termes le plus court possible et attendre que les taux montent pour rallonger les termes. Parce qu'il faut expliquer que quand les taux d'intérêt montent, la valeur commerciale de l'obligation diminue. Et le contraire. Quand les taux d'intérêt baissent, la valeur de l'obligation augmente. Exactement. Qu'est-ce qu'on a connu au cours des dernières années? Si on recule de 2-3 ans, on avait des taux 4, 4,5. Présentement, les taux sont à 2, 2,15, ce qui veut dire qu'au cours des dernières années, des 2-3 dernières années, ceux qui avaient des obligations, leur valeur a augmenté. Jusqu'à temps qu'on tombe à l'échéance, qui devient une bonne partie d'ailleurs du rendement de 4 % de la Caisse de dépôt et de placement vient des obligations. Alors donc, et non pas de leur placement nécessairement dans l'immobilier ou dans d'autres valeurs mobilières. Exact. Et par contre, on a aussi des bons rendements sur les obligations de bonnes corporations. Oui, de bonnes corporations, mais il faut faire attention présentement. Il faut choisir lesquelles. Il faut choisir lesquelles. Là, 5 ans, Ford en avait des cotés AAA. Ça a diminué tranquillement, pas vite. Moi, j'ai eu connaissance d'une dizaine d'années, 10-12 ans. On avait des obligations d'Air Canada, juste avant le faillite, qui étaient très bien considérées, mais les obligations valaient 0 au bout de la ligne. Et il y a plusieurs années, Steinberg Beaton étaient des compagnies très, très bien considérées comme des blue chips au Canada. Absolument. Et par rapport à des équivalents aux États-Unis. Et ce sont deux compagnies qui sont passées maintenant dans le tordeur et qui n'existent plus, sauf dans la mémoire des vieux comme moi. Oui, mais même l'obligation qui était garantie, c'est la garantie qui est importante. Qui est-ce qui garantit l'obligation? Est-ce que c'est la compagnie? Ou c'est le gouvernement. Au niveau gouvernemental, ils ont toujours le pouvoir de taxation pour rembourser. Ils ne peuvent pas déclarer faillite ou quoi que ce soit. Au niveau gouvernemental, on peut parler aussi des entreprises comme Hydro-Québec. Compagnies apparentées au gouvernement, on parle d'Hydro-Québec et des autres obligations interreliées. Les municipalités. Les municipalités.
les commission scolaire. administrations publiques sont petites, règle générale, plus le rendement est élevé. Oui. Mais plus le risque est élevé aussi. Si vous avez une seule municipalité qui garantit une obligation, c'est moins solide que si vous avez une province ou le gouvernement les fédéral. municipalités sont garanties par le gouvernement. La même chose. Même chose. Le gouvernement provincial garantit les municipalités au niveau de leurs obligations. Ils sont endossés. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par le gouvernement pour faire leurs émissions, mais ils sont endossés par le gouvernement. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des municipalités. Au niveau des commissions scolaires, je ne sais pas si c'est endossé aussi. C'est exactement la même chose, vu que c'est le ministère de l'Éducation qui est intergouvernemental. Donc, c'est la question de l'offre et de la demande qui va faire que le taux d'intérêt peut être un peu plus. Il y a toujours la question de la grosseur de l'émission aussi. Une petite émission va être plus difficile à vendre qu'une émission, une grosse émission. Et si elle est plus difficile à vendre, on va devoir offrir un taux d'intérêt un petit peu plus élevé. Exactement. Puis ça dépend aussi de la cote de crédit des municipalités, tout ça qui peut entrer en ligne de jeu, parce que la cote du Canada est plus élevée que la cote du Québec. On a parlé dernièrement de la décote de certaines institutions financières, de pays, qui fait que les taux ont augmenté, qui est le cas en Espagne, en Grèce, en Italie présentement. Oui, mais aller voir dans des pays comme ça pour aller chercher des 12, 15, 18 % ça comporte un risque élevé aussi. Il faut y penser deux fois avant de prendre ce genre de décision-là. D'ailleurs, à un moment donné, il y a quelques mois, je pense que le risque de perte était de l'ordre de 90 % avec la Grèce. OK. Mais les taux sont bons. Sauf qu'il y a toujours le risque. Quand c'est coté BBB, c'est comme n'importe quoi, c'est la qualité qui prime. Alors donc, ça dépend du produit que vous voulez acheter. Exact. Et ça dépend du risque que vous êtes prêt à courir et à accepter. Exactement. Parce qu'il y a quelqu'un qui va perdre de l'argent si l'obligation plante. Exactement. Puis, et ne donne pas les rendements voulus. Exact. Puis il y a le terme aussi présentement, parce qu'on s'attend à une hausse des taux d'ici 5 ans. Ben, c'est pour ça qu'il faut ramener vraiment Donc on essaie de raccourcir les termes pour limiter le risque. Exactement. Et on essaie de regarder davantage ceux qui sont bien cotés, donc les BBB et plus, là. Même les AAA ou AAA, là, comme sont les pays dans la plupart des cas. Exact. Les États-Unis et le Canada, c'est AAA, ça. Les États-Unis ont été décotés là, plusieurs mois. Donc, même un pays aussi riche et prospère que les États-Unis peut être décoté. À cause de leur dette. À cause de leur dette immense actuellement. Exactement. Qui ont de la misère un petit peu à contrôler. Tout à fait. Mais là, on s'en va en élection, on va voir qu'est-ce que ça va donner d'ici l'automne. Bien, monsieur. Je regarde là parce qu'il y a un monsieur qui me fait des signes, le temps passe, là. Alors donc, je suis en compagnie de monsieur François Morancy, le président fondateur de Aviso des conseillers financiers, et de monsieur Robert Dagenet, qui est un conseiller en placement auprès de Industriel Alliance Valeurs Mobilières. C'était nos deux invités de la journée que je remercie beaucoup. Et pour les quelques secondes qui restent, je vais les consacrer à l'équipe technique qui a fabriqué cette émission pour vous. Et je vous invite donc à nous revenir la semaine prochaine, puis en attendant, d'aller voir notre site internet tvrl.ca pour regarder les émissions antérieures. Messieurs, habituellement, on commence cette émission avec une revue de presse. On ne l'a pas faite aujourd'hui, mais je sais que M. Morancy, vous suivez ça attentivement, et M. Dagenet aussi, pour être en mesure d'informer vos clients. Est-ce qu'il y a quelque chose au cours des derniers jours ou des dernières semaines qui vous a surpris dans l'actualité économique et financière, M. Morancy? Donc, ce qu'on regarde actuellement, c'est toute l'insécurité des gens qu'on peut trancher quasiment au couteau, qu'on voit partout. Et c'est cette anxiété qui amène les ballottements tant au niveau des marchés qu'au niveau des ressources naturelles, sur lesquelles ils ont remonté graduellement, mais c'est pas une lutte facile. Donc, on n'est pas encore véritablement stabilisé comme économie. Donc, l'économie est en train de reprendre un peu partout à l'échelle mondiale, mais on disait, j'ai entendu un monsieur l'autre jour qui disait à la télévision, enfin sur une autre télévision, le patient, il est en récupération, mais il est encore en convalescence, là, il n'est pas encore sorti du bois. Et que la convalescence va être longue. Donc, on a beau regarder toutes les nouvelles, l'Europe qui se rétablit un petit peu, parce que par certaines mesures, les États-Unis qui sont en pleine élection, donc il n'y a rien à faire avec eux autres, et puis notre pays où on essaye de surnager par rapport à ça. Et où il faudra que le gouvernement étudie rapidement et sérieusement donc la possibilité d'allonger l'âge de la retraite, qui est actuellement fixé chez nous, je vous rappelle, à 65 ans. Ça joue entre 62 et 63 ans dans certains pays, jusqu'à 70, 71 dans d'autres pays. Mais ça va prendre du temps, ça. Ça va prendre du temps. Ça va être un débat de long terme sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir au cours des prochaines semaines puis des prochains mois. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, où que vous soyez, au Québec ou ailleurs dans le monde, parce que vous pouvez suivre notre émission donc sur
notre site Internet. Et quand on est sur Internet, on est sur le marché mondial. Mine de rien, cette petite entreprise, TVRL, Télévision régionale de Laval, est regardée en Europe et peut être regardée partout à travers le monde, avec l'Internet, bien entendu. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à nous revenir au cours des prochaines semaines. Et si vous avez des parents, des amis, des collègues, des voisins à qui vous pensez qu'on pourrait peut-être rendre service en leur donnant ce genre d'informations, mais vous leur dites simplement qu'ils viennent regarder ça aux heures d'écoute que je vous ai données tout à l'heure ou alors sur tvrl.ca, tout simplement. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la prochaine.